Bonjour et bienvenue à Revue le podcast, votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui avec moi, Vince et Matt de la chaîne Les Chroniques du Nanar. Et Revue le podcast, ça commence maintenant. Donc avec moi de la chaîne Les Chroniques du Nanar, une chaîne dont le lien sera bien sûr dans la description de la vidéo et du podcast. N'hésitez pas à aller la découvrir. C'est trois mecs, je crois, qui font des sketchs. D'habitude, vous êtes trois, c'est ça. Qui manque-t-il à l'appel aujourd'hui? François. Alors, on le salue. Bonjour. Salut, François. Coucou, François. Coucou, François. Tu nous manques, François. Grâce à toi. Salut. Et vous avez traité plusieurs films que moi j'ai traités. C'est une chaîne qui est consacrée au nanar. Qui a eu l'idée de déjà lancer la chaîne sur... on va parler de nanar, quoi. Ça fait 4 ans, je crois, que votre chaîne existe, là. Oh non, ça fait plus. On avait dit 6, je crois. 6 ans, ouais, je crois. OK. Et 6 c'est ans. Vince qui a eu l'idée. Ouais. Quelqu'un m'a soufflé l'idée de faire des blogs. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter un truc YouTube, tout simplement. J'en ai parlé à Matt. Puis on s'est lancé dans le... Au départ, on était que tous les deux. Il y a des personnes qui se sont greffées, qui sont parties. Et là, maintenant, on a trouvé un petit peu notre rythme de croisière avec François. Ouais. OK. Et votre première vidéo, c'était sur... Karate Tiger. Fred Life Fred, version karaté, ouais. Où le mec a son ami imaginaire qui vient lui apprendre le karaté en plein milieu. Ouais, Bruce Lee. La réincarnation de Bruce Lee, ouais. Putain, il est honteux, ce film-là. Ouais. Le 2 est encore pire. Ouais, mais il y en a 7, je crois, en tout, non? Ou 5, je sais pas. Oh, ouais, il y en a une chier, là. Ouais, c'est impressionnant. Mais bon, après, je tiens juste à préciser que la prestation de Van Damme est quand même incroyable dedans. Il fait le film. Ah, oui. Alors, on le voit pas beaucoup, mais oui, en effet. Ouais, il non, fait le film, en fait, oui, il rattrape, c'est lui qui rattrape. Là, au niveau des combats, il envoie du lourd. Hein. Ouais, oui. Effectivement, il était en forme à cette époque-là, Jean-Claude. Ah oui. Comment vous avez découvert que les nanars étaient un genre que vous appréciez? Moi, c'était par manque de choix, là, parce qu'à un moment donné, t'as vu tous les films, donc tu commences à piocher dans les rangées du beau club vidéo, mais vous, ça s'est passé comment, tu penses? Alors, moi, ça a commencé en soirée avec un pote où une fois que t'as un petit coup dans le nez, tu vois, tu commences à regarder Hélène et les garçons. Et ce genre de sitcom pourri. Puis on regardait pas que ça, tu vois, ça commençait à devenir limite une addiction en soirée, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce qui était mauvais, ça m'amusait énormément. Et donc petit à petit, j'ai progressivement basculé vers le nanar, surtout le cercle de feu au départ, parce que mon père avait acheté les DVD à l'époque. Ah. Parce que quand j'étais petit, il les louait. Donc il a racheté les DVD. Et j'ai dit, on va essayer de regarder ce film-là avec un autre pote. Et c'est là que la nouvelle addiction a commencé, quoi. L'addiction du nanar. Et là, les magasins de cash, et vas-y, les Don Wilson, etc. Ouais, le fouille poubelle que j'appelle, là, où tu te retrouves dans des brocantes à chercher les DVD à 1 euro. 3 pour 2 euros. Là. Ah ouais, complètement. Et vous, toi, Mathieu? Moi, c'est à cause de lui, en fait. En fait, c'est pareil. On va dire que dans les soirées, il a commencé avec un autre, comme il disait, avec un autre pote. Et puis petit à petit, il y a des gens qui se greffent. Donc il y en a que ça intéresse qui restent, et puis il y en a d'autres, que ça intéressait moins, qui sont partis. Et moi, je fais partie des personnes qui se sont greffées au truc, notamment grâce à notre ami Don Wilson, qui m'a vraiment. Après charmé. Voilà, exactement. Ouais. Après, évidemment. Je connaissais les classiques, tu sais, tout ce qui est Chuck Norris, tout ça, ça fait partie de notre génération. Mais là, vraiment, ouais, je suis tombé dedans vraiment grâce et à cause de lui, on va dire. Voilà. C'est sa faute, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et vous savez, cet amour-là sur votre chaîne de Don, de Dragon Wilson, il est le symbole de votre amour du nanar, je pense. Là. Ouais, complètement. Ah oui. Complètement. Oui. Non. Oui, il est vraiment, c'est une figure intégrante de la chaîne, oui, ça c'est clair. Moi, il y a un truc qui me fascine avec Don the Dragon Wilson, c'est que c'est forcément, selon moi, l'actionneur le plus crédible, OK? Oui.
parce que c'était un vrai champion de kickboxing, quoi. C'était pas un Van Damme, c'était pas un Seagull qui avait des grandes gueules, mais qui avait jamais, il avait pas été champion de rien, quoi. Lui, c'était un vrai mec qui s'est battu souvent, putain, il avait une putain de réputation. Il a fait une chier de couverture de Karaté Magazine, de kickbox à l'époque, là, de magazine d'arts martiaux. Par contre, c'est lui qui a joué dans les films les plus pourris, quoi. Ben, les plus... j'aime pas dire pourris parce que je viens tout juste de sortir sur la chaîne Le Cercle de Feu 3, puis moi, on l'a dépassé, ouais. Je l'ai regardé. Ouais. c'est un nanar que j'adore, là. Ah oui. C'est, je trouve que, putain, quand il tire sur l'hélico avec son Beretta et qu'il fait exploser l'hélico avec un Beretta 9 mm, moi, je suis juste ébloui. Mais si, avec Et ça. si en plus, il ajoute des Ruskov, là, c'est comme... wow. Et il y en a 7, je crois, Cercle de Feu, qui est sa franchise... Non. Tu confonds Cercle de Feu, il y en a que 3. Ah, OK, il y a 3 Cercles de Feu et il y a... Et il y a 7 7 Bloodfist. 7 Bloodfist. Ouais. C'est ça. Voilà. Sauf si on rajoute Bloodfist 2050, il y en a 8, quoi. Et je crois qu'il est dedans, Bloodfist 2050, il me semble. Mais il est pas en Parce France. que Cercle de Feu, le 2 se passait en souterrain, OK? Ouais, il est merveilleux. Il est merveilleux niveau nanar, OK? Le 1, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie. Et il est Le mort. 2 se passe à la montagne, il joue un médecin, OK? Puis Don de Dragon Wilson, quand il joue un médecin, il faut le prendre au sérieux, quoi. Dans Blood Fist, il fait un spécialiste d'arts martiaux. Il fait pas un médecin, il fait un... Alors, en fait, dans Bloodfist, Il y a un peu de tout. il est spécialiste en arts martiaux. Alors, c'est quoi l'histoire du premier? Je me rappelle plus. Il doit venger quelqu'un, je crois. Classique dans un tournoi, machin. Le 2 s'apparente à une suite. Voilà, ça colle à peu près entre le 1 et le 2. Et à partir du 3, ça n'a plus rien à voir. Le mec n'a plus le même nom, le mec n'a plus la même ville, c'est rien à voir. Ils sont plus partis, oui, voilà. En fait, Non, ils ont gardé le nom, mais c'est plus du tout la même à l'époque, Roger Corman, vu qu'il a vu que Bloodfist, c'était une franchise qui ramenait de la thune, quand même, dans les vidéoclubs, etc. Et bien, à chaque fois qu'il faisait un nouveau film avec le Don, qui avait un titre, comme le 3, par exemple, c'est Force to Fight, bah, il dit, attends, en dessous, tu marques Bloodfist 3. Comme ça vendra un peu plus. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Donc voilà, ils ont été jusqu'à 7, comme ça. Ben, c'est Roger Corman, quoi. Voilà. Ouais. Bah, lui, pareil, oui, c'est aussi... toujours dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Et il faisait pas du cinéma, lui, il faisait de l'argent, quoi. Oui, clairement. Il avait compris... Sincèrement, c'est un mec, tu sais, on casse beaucoup de sucre sur son dos, etc., mais c'est un mec qui a donné la chance à plusieurs réalisateurs, plusieurs acteurs de se faire un nom. C'est un mec qui a fait vivre les clubs vidéo pendant des décennies, là, avec ses séries B. Donc, moi, je suis toujours un peu... je suis partagé. J'adore Roger Corman, je crois qu'il a fait des trucs géniaux. Je crois qu'il a abusé vachement de certains trucs aussi, là. Ah oui, comme oui. là, c'est comme c'est Carnosaur. Sa série Carnosaur, c'est 3 fois plus ou moins le même film, sauf que c'est une copie de Predator, une copie d'Alien, puis une copie de Jurassic Park. Mais le mec vivait sur une planète Hollywood qui avait décidé de changer, quoi. Ah oui, là, oui, c'était... Ça appartient à une époque, en fait. Ça Bon, après, aujourd'hui, tu peux plus faire ça, quoi. Après, en tant que... Ah bah, tu peux le faire, mais c'est plus les mêmes budgets, quoi. Ouais. C'est plus les mêmes budgets du tout. Après, en tant que nanar, tu vois, tu parles de Roger Corman, forcément, t'arrives, tu parles de Bloodfist, tu dis qu'il y en a 7, que les 7 sont... enfin, clairement, ils sont pourris. Certains beaucoup plus que d'autres. Tu peux que rigoler, quoi. Alors, si tu vas faire une petite pastille en disant, voilà, il a quand même fait ça, Roger Corman. Mais là, on est en train de parler de Bloodfist. Voilà, quoi. Ça a été fait, quoi. Ça aurait pas dû être fait, je pense. Bloodfist, il y en a certains quand même, ils ont poussé le bouchon, quoi. Est-ce que vous diriez que dans le type de nanar, le nanar à tatane, là, le nanar de baston, c'est vos types de nanar préférés? Ah ouais. Ah oui, clairement, oui. Baston, baston, action, tu vois. Oui, parce qu'en général, c'est souvent... C'est souvent ça qu'on il y a le connaît, mix des deux, quoi. T'as le côté action, et puis le côté baston, ils te mixent ça, plus ou moins bien, d'ailleurs. Souvent pas bien, d'ailleurs. Et puis, mais la formule fonctionne. La formule fonctionne, et nous, enfin, moi, je sais que c'est ce qui nous plaît, quoi. Ce qui nous fait le plus marrer, ouais. Ouais, exactement. Il y a toujours Parce de la que ça va vite dans... comment je pourrais dire ça? Ça va vite dans... Peu importe quel actionneur, ils finissent toujours par faire des nanars à un moment donné ou à un autre, quoi.
au début, ils sont respectés. Tu sais, tu prends Chuck Norris avec ses premiers films, il était respecté, c'est ça. Plus il en a fait, plus c'est devenu des nanars. Van Damme, plus il en a fait, plus c'est devenu des... Seagal, plus ils en font, plus ça devient une caricature des premiers films qu'ils ont fait, quoi. Oui, bah si Seagal, ça se pour avoir j'ai regardé ce que tu avais fait j'ai regardé sur ta chaîne d'ailleurs ce que tu avais fait par rapport à lui, j'ai bien aimé d'ailleurs. Et justement oui, ça m'a rappelé à quel point de ses premiers films jusqu'à ce qu'il a fait dernièrement, oui, cette espèce de descente bon après Steven Seagal, il est un peu multifacette, il sait faire plein d'autres choses mais Ah ouais. moi je le trouve fascinant. Ouais. Il a un côté il a un côté je m'en foutiste. Enfin, je sais pas. Puis même, il a une gueule. Il a vraiment une gueule. Hein. C'est quoi? C'est dans Nico. C'est dans Nico. Moi, je le trouve. Enfin, ce Nico, film. Échec est mort, ouais, les premiers films. De toute façon, ce film, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film, quoi. Il y a que des choses à redire, évidemment, parce que pareil aussi, ça correspond à une époque. Mais moi, je le trouve excellent, quoi. Je le trouve vraiment excellent. C'est vraiment dans les années 2010 qu'il a commencé à vraiment se foutre de tout le monde. Oui. Oui, Tu sais, enfin. aller tourner des films pour 5 millions en Roumanie ou en Tchéquie ou puis Ouais. ouais. Est-ce qu'il est sur le tournage? Aussi, oui. Ça, c'est une autre question. Tu sais, j'en ai fait 2, moi, je pense, sur sa fin de carrière. Et c'est un peu l'arnaque qui m'énerve dans ce qu'il fait. Tu sais, quand t'as le sentiment que c'est une arnaque, quoi. Ouais, bien sûr. Ah bah c'est clairement ça. C'est clairement ça. Tu sais, parce que contrairement, tu sais, tu regardes Van Damme, lui, il a toujours essayé de s'accrocher à sa célébrité, quoi. Ouais. Il a comme, tandis que Seagal, lui, il en a profité à un moment donné, genre, juste pour arnaquer les gens, quoi. Oui, voilà. Van Damme, L'image. il a sorti des mauvais films, mais c'était ça qu'il y avait disponible pour lui, je pense, tu sais. Seagal, lui, il utilise son nom comme fond de commerce maintenant. Oui, voilà, ouais. Oui, c'est plus forcément sa gueule, c'est clairement son nom, quoi. Voilà. Ben, de toute façon, il peut plus bouger. Ouais. Le mec, il est pas capable de lever la jambe plus haut que son genou, je pense, maintenant. Là. C'est, oui, même oui, enfin, oui, Et c'est dommage, tu vois, surtout Steven Seagal. Je trouve ça dommage que ce soit descendu si vite, parce que des films notables, je crois qu'il y en a quoi, 5-6 de Seagal qui sont vraiment kiffants. Voilà, on est d'accord. Et je trouve ça dommage que ce soit descendu si vite, parce que je trouve qu'on en a pas eu assez, quoi. C'est son attitude de merde, là. Les gens voulaient plus bosser avec lui, quoi. Ouais, je trouve ça dommage. Putain, j'aurais bien allé à une petite dizaine de films, tu vois, au moins quoi. Oui. Qui font vraiment plaisir. Tu sais, tu regardes un mec comme Chuck Norris, OK, qui a fait fin des années 70, début 80, milieu 80, fin 80. Puis là, à la fin des années 80, chez Chuck Norris, il y a comme un changement mental ou un changement de direction dans son œuvre où il commence à faire des trucs hyper patriotiques, là. Ouais. Oui, clairement, oui. Tu sais, ça devient presque... même pas que lui, c'est une époque, ça. Ouais, mais tu sais, t'avais lui en 87, je pense, ou 86, il sort Invasion USA. Mais certains autres de ses films plus tard vont être encore plus barges côté droite américaine. Les années Bush, il va avoir Texas Rangers où il va être à fond dans le Texas. Ouais, voilà, un peu le... Attends, celui qu'on a maté, c'est quoi déjà là récemment? Hitman, que moi j'ai fait sur ma chaîne aussi. Tu sais, c'est hyper, tu sais, c'est le mec, l'Amérique. À un moment donné, il y a une scène super raciste avec des Iraniens. Non, mais il y a plusieurs scènes racistes, quoi. Et puis alors, les mecs, ils s'en cachent pas, quoi. C'est incroyable. C'est ça, il y a comme pas de honte parce que, tu sais, à cette époque-là, tu sais, il dit va retourner bouffer des kebabs ou je sais pas quoi. Il dit un truc. Salut les avaleurs de merguez. Les bouffeurs de merguez, ouais. Ouais, va rebouffer des merguez. T'es comme, OK, il y a quelqu'un qui s'est assis, OK, qu'est-ce qu'il pourrait bien lui dire? Oh, retourne bouffer des merguez. Cette scène est assez mémorable, oui. Et ça posait pas de problème, quoi. Oui, voilà. Aucun souci, quoi. Incroyable. Oh, oui. Mais tu sais, la Canon a fait beaucoup d'argent aussi sur ça, ce comportement-là. Oui. Tu sais, si tu regardes le premier Delta Force, justement, avec lui, la Canon, c'était des Israéliens, donc ils ont fait un film pro-israélien à l'époque où, putain, aujourd'hui, les gens, ils regardent ce film-là, là, ah oui, non, mais il y a des trucs... Ça connecte pas dans leur tête, là, tu sais, après, les terroristes, les Russes... Ouais, les Russes, oui, c'est vrai. Ouais. Les terroristes, les Russes, je dirais que c'est ce qu'il y a de mieux comme ennemi, hein. C'est dur à battre
surtout dans les nanars, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Plus tu vas profond dans le nanar, là, tu tombes dans le ninja, Ouais. dans le soldat modifié génétiquement. Oui, Tu tombes dans un autre ordre de folie, là. Si tu descends plus bas dans le nanar, là, tu commences au début, là, les films, tu sais, même super populaires, tu sais, c'est les Russes. Ouais. Après ça, t'as genre les terroristes internes, tu sais, genre les Américains qui attaquent d'autres Américains parce que genre cuirassé en piège en haute mer, où c'est des Américains qui attaquent un bateau américain. The Rock, c'est des Américains qui attaquent un Alcatraz. Ouais. Excellent film d'ailleurs. Dans les gros films d'action à budget, c'est souvent ça. Plus tu descends, là tu vas tomber dans du ninja. Quand t'es rendu au sous-ninja, là... Godfrey-O. Ouais, Godfrey-O, ouais. Godfrey-O. Ouais, quand t'es rendu dans le Godfrey-O, là... Et en dessous du ninja encore, tu as Bulk. Ouais. Et je te félicite, hein, franchement. Je te félicite, parce que nous, 30 minutes, on a abandonné. Ouais, non, c'est irregardable. Ah, oui, mais voilà, c'est le terme. C'est vraiment... Mais le réalisateur, il a dit que quand il s'est fait chier dessus, clairement, quoi. Il a dit non, mais en fait, c'est une blague. Voilà. Mais en réalité, au début, quand il a sorti le film, il disait que les gens qui le comprenaient pas, c'est parce que lui, il a essayé de faire un genre de Roger Rabbit. Ah ouais, waouh. Putain, d'accord. Oui, non. Enfin, oui. OK? Ah non, les gens n'avaient pas compris ce qu'il essayait de faire. Quand il a vu que tout le monde riait de lui, il a dit ouais, mais c'était une blague en fin de compte. Ouais, faut un peu sauver l'honneur. Ouais, c'est facile, tu vois, c'est facile. Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, ouais. Moi, j'ai un peu de pitié pour certains, pour ce genre de réal-là, tu sais, genre. Parce que moi, je suis sûr qu'il est parti avec l'intention de faire un vrai film. Là. Ah, mais c'est le pire. C'est quand, quand tu sens qu'il y a de l'idée et que derrière, ça suit pas. Il a dû se dire, putain, je vais faire un truc novateur, quoi. Et non. J'adore les super-héros, j'adore Roger Rabbit, je vais mettre ça ensemble, puis je vais faire un film avec des décors dessins animés. Ouais, dessiné par un gamin. Oui, voilà. C'est ça, en plus. Dessiné avec Paint, là. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je veux bien que tu fasses des décors en dessin animé et tout. Enfin, fais-le proprement, moi. Enfin, quand tu le poses, ton truc, là, sur le fond vert, tu t'en rends bien compte que c'est dégueulasse, quand même. Donc, tu vas arrête-toi, dès la première séquence, arrête-toi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où ça bloque. Il y a de l'idée, mais il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, et ça, c'est peut-être, tu sais, moi, il y a des genres de nanars. Il y a un genre du nanar que j'essaie d'éviter, ce que j'appelle les nanars par exprès, là. Genre Vélocipasteur ou des trucs comme ça. Là. Ouais. Ah, les trucs, oui, un peu, oui. Des trucs que le mec a voulu faire un nanar. Ben ouais, mais du coup, c'est même pas c'est des partis pris, c'est pas des nanars. Oui, c'est du parti pris, c'est comme Zombieverse ou des choses comme ça, ouais. Exactement. C'est pas un nanar, clairement. C'est comme je connais le mec qui a fait Commando Ninja. Lui, il a fait un film en l'honneur des années 80, par exemple. Oui, voilà. Le film qui est sur YouTube, là. Ouais. Le 2 sort bientôt. Oui, on l'avait commencé. Ouais. Oui, mais là, tu sens qu'il y a une passion de cinéma, quoi, quand tu regardes Commando Ninja. Oui, voilà, c'est ça exactement. T'as des rêves qui parlent. Alors bon, il y a d'autres trucs. Vu tout ce qui est Vélocipastor, même Zombieverse, oui, tu sens que les mecs, ils avaient juste envie de s'éclater. Teint des castors, American Pie. Allez, on fusionne les deux. Voilà. Zombieverse, très bien. Donc après. Zombieverse, moi, je trouve que c'est un bon petit divertissement. Là. C'est ça. Mais en fait, tu sais ce que tu regardes. Moi, c'est le seul truc c'est que t'as pas la surprise. C'est que tu sais ce que tu regardes. Tu sais que ça va être enfin, oui, ça va pas être exceptionnel, mais que tu vas quand même pas passer un mauvais moment. Alors que, nous, on l'avait chroniqué en fait parce que on avait fait un petit jeu sur Facebook et quelqu'un avait trouvé la réponse. On avait dit celui qui trouve la réponse choisit le film. Et la personne nous dit Zombieverse. On va voir, on voit que ça parle de castor zombie, on se dit putain ouais ça doit être une merde pas possible quoi. En fait on regarde le film, on arrive à la fin, on se dit mais il est cool le film en fait. Oui, il est pas mauvais, oui, en lui-même. Voilà, mais bon, après voilà, la personne a gagné, on a dit vas-y on chronique quoi. Tu sais, il y a des bons moments dans ce film-là quand le mec se fait arracher la bite. Les maquillages sont super, c'est génial là, les maquillages de Beaver et tout, là, de castor. Je crois que je l'ai vu passer en shorts, le passage où il se fait arracher la bite. Je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Ça a réussi à arriver là. Je trouve ça cool. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'avait pas passé un mauvais moment. Mais bon, voilà, c'est de l'horror comédie. Oui, voilà. Je dirais même que, tu sais,
Piranha 3D de Alexandre Aja. C'est un genre de nanar pour moi parce que le mec a voulu faire un truc débile sur les piranhas, quoi. Des filles à poil tout le temps, ça se passe pendant le spring break américain, donc pendant que les étudiants sont tous... Il a engagé plein de stars du porno pour faire des figurantes. Oui, c'est celui-là où il y a je sais pas combien d'actrices, Le mec a voulu s'amuser avec la licence Piranha, qui le premier est un film sérieux fait par Joe Dante, le deuxième est un film moins sérieux fait par James Cameron, et le troisième, c'est Alexandre Aja, quoi. Il a voulu aller ailleurs, puis amener ça... Je trouve qu'il a fait un bon boulot sur ça. Est-ce que vous avez commencé à découvrir un style de nanar, OK? Un style de nanar qui, moi, commence à me tenir vraiment à cœur, et c'est l'ego-sploitation, OK? Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers temps, mais dans la dernière année, j'ai commencé à fouiller de plus en plus pour des films d'ego-sploitation qui se résument à des vanity projects, qu'on pourrait dire en anglais, ou des films où c'est écrit, réalisé, produit, interprété par le même mec, genre. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, Un Neil Green, que j'ai fait quelques fois sur ma chaîne, ou j'ai fait dernièrement Fight of Fury, qui est un professeur de karaté qui a décidé de faire un film, où il s'attaque. Alors, c'est jamais vraiment particulièrement intéressé, mais on l'a déjà fait. Suprême Champion, par exemple. Je sais pas si tu l'as vu. Le mec, il est maquilleur, enfin, il fait tout, quoi. Il y a pas d'équipe, en fait. Le mec est tout seul, quoi. Et il est génial, hein. Il est génial, ce film. Mais les mecs, OK, après, tu sais, t'as comme Champagne and Bullets qui va à un extrême de ça. T'as tout ce qui est Neil Breen qui va à un autre extrême. Ça, moi, j'appelle ça des nanars pour véritables fans, parce que là, tu tombes dans la débilité, man. Parce que ces mecs-là qui ont écrit, réalisé, produit et qui interprètent le personnage principal se mettent tout le temps comme des presque demi-dieux. Ouais. Tu vois l'ego du mec à l'écran, là. Oui, c'est genre imbattable. OK? Déjà, il se fait pas frapper une fois dans le film, souvent. Neil Breen va jusqu'à se mettre créateur de la Terre et de l'univers là, dans un de ses films. Dans Champagne and Bullets, le mec, il se tape une fille, c'est lui qui fait la musique, il chante des chansons en niquant la fille, et tout, c'est dégueulasse, putain. Et ça, c'est un genre de nanar que je conseille aux gens, mais c'est un genre de nanar que j'ai découvert plus tard, parce que quand tu commences à fouiller, tu commences à te rendre compte de ça, mais tu te vois qu'il y a des mecs, là, dans leur tête, là, ça fonctionne pas comme dans la tête de tout le monde. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'irai du coup voir un peu plus cette catégorie de nanar. Ah ouais, quand tu tombes dans l'ego-sploitation, tu tombes dans la découverte de d'autres choses. Après, un autre type de nanar qui semble assez populaire, là, c'est le nanar de SF. Là. Ouais. Ce que j'appelle la fausse science-fiction. Genre, j'avais une très bonne idée, là, mais j'avais pas de pognon pour faire mon idée. Albert Pioun est le champion du nanar de science-fiction. Là. Lequel, pardon? Albert Pioun. Ah oui, Albert Pioun. Ah ben, Cyborg. Cyborg, Nemesis, Nemesis 2, Nemesis 3, Nemesis 4, Nemesis 5, une shit film de science-fiction où Albert Pioun arrive avec toutes ses bonnes idées. Mais ouais. C'est un budget. Ouais, mais c'est souvent. Pas de pognon, pas de temps pour tourner. Tu sais, des effets spéciaux si tu fais le futur. C'est compliqué, là. Et nous, on avait fait... on avait chroniqué Lunar Cop. Ouais, ça aussi. Excellent. Et encore... Excellent, quoi. Ouais. Une base lunaire en carton, et puis voilà, la science-fiction, c'est fini. On retourne sur Terre, et puis on tourne sur Terre, quoi. Voilà. Tout est... Nickel. Oui, s'il y a vraiment eu... Mais il est sympa, celui-là, il est sympa. Ouais, mais même, ouais, si, il se laisse regarder. C'est que celui-là, à la fin, il a réussi à nous émouvoir. Hein. Ouais. Alors, tout le film est tout pété, mais à la fin, eh ben, ils ont réussi quand même à toucher un petit truc, tu vois. Ouais, je dis, mais merde alors, ça veut dire que finalement, tout n'est pas à chier. Si ça nous touche un petit peu à la fin, c'est qu'ils ont réussi un minimum de choses avec les personnages. Ouais. Mais bon. Ils réussissent souvent à faire ça, tu sais, ils vont dire, admettons, OK, le film commence sur la Lune, mais on va filmer tout sur la Terre. Tu sais, on va passer 5 minutes sur la Lune, c'est ça, tout le reste sur la Terre. Ou, tu sais, genre, on va passer 5 minutes dans le vaisseau, mais tout le reste sur la Terre.
C'est ça. Et on a un effet, là, on va l'utiliser le plus qu'on peut. Tu sais, Puis après, tu as les Roger Corman dans la SF, Mutant, ce genre de film-là, où Roger Corman copiait dans le fond Alien et faisait une version d'Alien, quoi. Et il en a fait 2-3 comme ça, je pense. J'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne. Après, il y en a plein qui recopient qui réutilisent les décors de d'autres, qui recopient, qui... C'est clair. Est-ce que vous vous intéressez un peu à des Fred Olen-Ray, Jim Wynorski, là, les années 80, Annibar, Hollywood Chainsaw Kers, tout ce genre de... Pas encore. Nous, le seul qu'on ait fait, je sais même plus de quelle année il est. On a fait Whitefire. Ouais. Et celui-là, tout le monde l'a fait, je pense. Oui. En fait, il est très populaire, en fait. Mais tu sais que, enfin, je crois que je connaissais vite fait de nom, mais avant qu'on fasse la chronique, je l'avais jamais vu. Mais on a vu passer des extraits ou des. C'était qui? C'était Mosinor qui avait fait un. Oui, aussi. Voilà, oui, parce que il y a Mosinor qui avait fait une reprise humoristique qui est juste géniale. Et du coup, voilà, en fait, tu sais, par extrait, forcément, au bout d'un moment, ça arrive jusqu'à toi, quoi. Il faut qu'on aille voir ça, quoi. Et on a fait Piège mortel à Hawaï. Ouais, Piège mortel à Hawaï aussi, en fait. Ça, c'est Andy Sidaris. Piège mortel à Hawaï est peut-être mon film préféré de tous les films. Mon film préféré au monde. C'est le moment que j'ai vu le plus souvent. Je préfère Piège mortel à Hawaï à plein de choses. Andy Sidaris est mon prophète. Là. C'est toujours la même recette, lui. Ouais. C'est les nibards, les bazookas et en avant, quoi. Les nibards, les bazookas, les miniatures. Genre, tout ce que tu peux mettre sur une voiture téléguidée ou un avion téléguidé ou un hélico téléguidé qui explose. Il y en a un par film. Beaucoup de nibards. Et plus sa carrière avance, plus les nibards deviennent démesurés. Là. Si tu regardes les derniers films qu'il a fait, là, c'est devenu... Allez voir Retour to Savage Beach. Les filles, les actrices qui jouent là-dedans, c'est plus des nibards qui ont, c'est des ogives. Là. T'as fait une vidéo là-dessus, je l'avais regardé. C'est comme... Calme-toi, Andy. Il était temps qu'il prenne sa retraite. Là. La pauvre fille, elle vit encore avec des problèmes de dos aujourd'hui. Tu m'étonnes. Mais tu sais, Sidaris, pour moi, c'est un mec qui avait son propre univers, hein, parce que tous ses films se passent dans le même univers. Ah oui, je pense qu'il a mis les trucs qui lui plaisaient le plus et il a compilé, je pense. En fait, c'est ça. Ouais, puis il réitère la recette, quoi. Ouais. Le mec, avant de faire ça dans la vie, il était réalisateur de football américain à la télé. Et il a tout compris du public qui aime le football américain, puis il a transposé ça dans des films. Il est pas con, quoi. Puis, et ses films, il en a quand même fait 7 ou 8, et regarde, ils sont inégales. Là. Ils n'ont pas tous la magie de Piège mortel à Hawaï, qui, selon moi, est juste incroyable. Là. N'importe quel film où tu fais sauter une poupée gonflable avec un lance-roquette, pour moi, tu mérites c'est clair. C'est tellement énorme, quoi. Cette scène, moi, j'étais choqué, quoi. Mais là, tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, tu dis, franchement, est-ce que le mec était sérieux en faisant son film? Tu penses que c'était vraiment sérieux ou il s'est dit, attendez, parce qu'en plus, il prend toujours les mêmes acteurs, ou quasiment les mêmes acteurs. Ouais, quasiment les mêmes actrices. Les acteurs changent un peu, mais les actrices, t'as comme sa première période avec Donna Spears, puis Taryn, puis après ça, t'as sa deuxième période où là, il tombe sur l'extra Jumbo. Mais du coup, tu dis, voilà, est-ce que c'est pas le gars plutôt qui se dit, bon allez, venez, on va se taper une bonne tranche de rire, j'ai un film sous le coude, ça c'est... J'ai vu une entrevue de Donna Spears qui disait au moins que tout le monde s'amusait sur les tournages. Parce qu'on savait que c'était pas à prendre au premier degré, tu sais. Ouais. Oui, voilà, voilà, déjà, ça veut tout dire. Ouais. Oui, donc il y a un gros amusement derrière, il y a une recherche un peu de la provoque et de la limite peut-être. Tu vois. Si t'engages des playmates comme actrice, tu vas avoir ce que t'as, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais. Déjà, l'idée, tu limites les émotions que tu peux leur faire vivre, quoi. C'est pas... oui, tu sais, c'est pas mes rôles, là. Donc, et dans ce type-là, moi, je dirais que t'as Sidaris qui a inspiré énormément après ça des mecs comme Wynorski, Fred Olen-Ray, qui, eux, sont arrivés un peu après, qui ont commencé à faire des films. Eux autres sont
ils ont clairement pris d'autres types de playmates, sauf qu'au lieu d'aller prendre chez Playboy, ils ont pris chez Hustler. Donc, ils sont allés chercher des filles un peu plus ouvertes d'esprit, je dirais. Et ces gars-là, Viernovsky, moi, j'aime certains de ses films, Olonry, certains de ses films. Après, ce qui est bizarre, c'est que quand tu t'informes sur la filmographie de ces gars-là, c'est que pour financer leurs films comme ça, ils faisaient des films pour enfants à côté. Ah oui, d'accord. Ok. Comme quoi? Comme genre Dino au golf, Dino un dinosaure qui joue au golf, des trucs comme ça, genre il en a fait 6. Et c'était vraiment des films pour enfants VHS, là. D'accord. D'accord. Mais c'était bien ou c'était J'ai pas vu. J'ai rien mis. Tu sais, Mais Fred Olen-Ray, ça me dit un truc. Il a fait quoi? il a chier. Il avait même fait un film avec Seagull où Seagull est à peu près 10 minutes dans le film, là, puis c'est un sniper dans le film. Je crois que ça s'appelle Sniper, justement, le film. Moi, ça me parle. Ce nom, ça me parle. Je crois qu'on a déjà chroniqué un de ses films. C'est un mec qui a eu beaucoup d'influence sur le nanar. Après, Viernovsky a fait Killer Bot, Shopping Mall, où c'est un slasher dans un centre d'achat. Ils ont fait une flopée de films que moi j'ai fait sur ma chaîne. C'est un puits sans fond de série B et de nanar. Là. C'est des mecs qui avaient une idée. Roger Corman leur donnait du budget pour filmer pendant 3 jours. Les mecs revenaient après 3 jours avec un film, quoi. Ouais. J'ai une idée. Ça, il me semblait. Hein. Je suis en train de regarder, là. Ah, un Michael Dudikoff. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a fait une shit film, en effet. Ouais, puis il touche un petit peu à tout, ouais. Oh, ouais. Ah, je sais pas. Et d'ailleurs, Dudikov, l'American Ninja, ça aussi, ça a été marquant dans les années 80, les films de ninja qui n'existent plus. Non. Ah, il n'y a plus rien. Non. Il n'y a plus personne qui s'aventure dans le merveilleux monde du ninja, quoi. Ouais, non, ça a disparu. Ouais, non. Mais moi, j'étais fan de ça. Putain. Mais moi, je crois que les 2 premiers American Ninja sont des classiques. Là. Après ça, ça devient plus discutable. Là. Le 4, sans Steve James, c'est pas American Ninja. Là. Et le 5, c'est pénible un peu, mais le 3 est passable. C'est lequel? Alors, moi, je regardais un film quand j'étais gosse, c'était Dudikoff et David Bradley. C'était Force de frappe. C'est American Ninja 3, je pense. Ouais. Ah, c'est le 3, d'accord. Ah, d'accord. Il s'amuse après à switcher les noms. Enfin, ça devient un vrai merdier. En France, c'était American Warriors, c'était pas American Ninja. Voilà. T'as Avenging Force qui est appelé American Ninja, mais c'est même plus le même. En tout cas, c'est compliqué comment, à travers les régions, c'était quoi les titres, quoi. Tout à l'heure, on parlait que vous aimiez les films de Tatane et tout. Ouais. Les films de Tatane, les films d'arts martiaux existent toujours. Ça existe toujours. Mais ça a clairement plus la même magie qu'avant. Maintenant, c'est très aseptisé. C'est très asiatique. C'est filmé à l'asiatique. Il n'y a plus de trucs filmés à la nord-américaine ou à l'européenne. Là. Ah, c'est devenu un autre cinéma, oui. C'est devenu un autre cinéma. Après, bon, en termes de films de baston, là, ce que je me fais en ce moment, et j'ai souvent de bonnes surprises, c'est la filmo de Scott Adkins. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, que ce gars-là ait pas plus de lumière sur lui. Même s'il a participé à des bons, mais c'était toujours des seconds rôles. Et Expendables 2, le 3e Universal Soldier, non, le 4e Universal Soldier. Oui, le 4e, ouais. Ça fait plaisir de le voir se battre contre Lundgren, Van Damme, tout ça. Et ouais, c'est dommage qu'il ait pas plus de visibilité. Ouais, parce qu'il gagnerait à être... Parce qu'il est vraiment... il est super talentueux, quoi. Ah, si, il a fait un film de ninja, d'ailleurs. Ouais, Ninja. Il a fait 2 films de ninja. Ninja. Voilà, on en a Ninja 1 et Ninja 2. Donc, voilà, on en a trouvé. Après, on l'a vu dans le dernier John Wick, dans John Wick 4. Oui, exact. Oui. Où il fait une prestation de dingue. Ouais. Qui fait incroyable. Dans la boîte de nuit, ouais. Un gros russe, là, ils ont mis un fat suit là, pour qu'ils se battent comme s'il était gros et tout. Là. Et je m'attendais pas une seule seconde à ce qu'ils se battent comme ça, quoi. Quand tu vois le physique qu'il présente, et d'un seul coup il commence à se fighter, waouh! C'est là que tu te rends compte que le mec, ouais, il en a quand même un sous capot, quoi.
Ça doit pas être Et rigolo. ceux qui savent pas, Scott Adkins a une chaîne YouTube Ouais. où il interviewe plusieurs acteurs de série B, justement, de trucs des années 80. Je crois qu'il a même interviewé Seagal sur la chaîne à un moment donné. Mais, Ah ouais? Ouais. Il faudrait que je le guette. Ah, parce que lui, c'est un fan avant d'être un acteur. Parce que Ouais. Et il a commencé comme cascadeur sur tous ces tournages-là, quoi. Ah, il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent. Un autre mec que j'aurais aimé voir avoir une meilleure carrière dans le genre de Scott Adkins, c'est Michael J. White. Ouais. Qui a un peu ruiné sa carrière avec le très mauvais Spawn, là, soyons honnêtes. C'était nul à chier. Là. Celui-là, il est resté dans les mémoires. Ouais. Ah, c'était laid, c'était pas bon. Okay. Mais, il a un sacré charisme. Ouais. Lui, on l'a revu dans Batman de Christopher Nolan avec le Joker. Là, il fait le méchant. Ouais. Là. Mais il y a très peu de rôles dans des films mainstream. Là. Mm. C'est dommage parce que moi, je trouve qu'il a un bon charisme. Quand il se bat à l'écran, ça a l'air... ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Hein. C'est cohérent, quoi. Ouais. Après, pas de choses méchantes sur certains autres acteurs, mais des fois, tu regardes des acteurs se battre, là, putain. T'as beaucoup moins de films d'action, pas d'action, t'as beaucoup moins de films de baston qui sortent sur les grands écrans maintenant, j'ai l'impression. Là, on est beaucoup plus axé sur l'action pure et dure, et la baston continue d'exister, mais à plus petite échelle. Oui. À l'époque, t'avais des Hong Bak, des ceci, des cela, des Statham et tout, machin. Et maintenant, on est plus sur de l'action que sur le pur film de bagarre. Bah, des films en comité, t'en vois plus sur les grands écrans, par exemple. Tu vois. Ouais, t'en as un tous les 5 ans, sinon. Ouais. Il y a plus de ça, quoi. Ouais. Moi, c'est la cam, hein, mais bon. Ce genre de film-là, maintenant, c'est direct VOD ou sur les plateformes. Ou sur les plateformes, ouais. De toute façon, c'est ce qui Alors qu'il y a du potentiel, hein, ouais. pour certains. Alors, vraiment... Il y a certains films qui mériteraient de sortir au cinéma, tu sais, puis il y a d'autres films qui sont corrects en VOD. C'est un divertissement d'1h30 qui fait le boulot. Tu sais, Scott Adkins, son Accident Man, ouais, sa série Accident Man, ou je sais pas quoi, où tous les meurtres... Accident Man, ouais. Il y en a 2, je crois. C'est des accidents, ouais, il y en a 2. Moi, je trouve que c'est des très bons films. Là. C'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Je vois pas pourquoi c'est direct en VOD, quoi. Pour moi, c'est des films qui mériteraient beaucoup plus d'attention. Et parce que son nom, je pense que c'est parce que son nom n'est pas assez vendeur. Ouais, c'est ça. Parce que il est connu, évidemment, hein, mais il est pas connu par la majorité, quoi. Donc tu mets ça au cinéma, les gens vont se dire, mais c'est qui ? J'y vais pas, quoi. Sauf si t'as vraiment, enfin après c'est une question de communication aussi. Si t'as une communication qui suit, tu peux peut-être sauver quelque chose. Ou si t'as un gros réalisateur derrière. Ouais. On peut aussi argumenter que le fait qu'il y a eu tous ces films de super-héros-là, les films de baston sont comme passés au deuxième ordre des films. Complètement. Tu sais, parce que là, tu voyais putain, des mecs qui se battent contre une planète, là. C'est bon, là. Moi, j'ai arrêté largement, pas vraiment commencé. Des super-humains qui se battent contre d'autres super-humains en costume ou en... Fait que tu sais, tu peux pas égaler ça avec deux mecs qui se battent dans un combat de rue illégal, dans un sous-sol à Hong Kong, quoi. Ouais, et puis même quand tu regardes moi j'aime bien regarder les making-of quand j'arrive à tomber dessus. Et quand tu vois, je sais pas moi, Thor qui est en train de voler et que t'as un gros fond vert avec des câbles partout, bah moi ça me fait pas rêver, tu vois. C'est pas le même cinéma du tout. Voilà, quand tu vois un making-of des films de l'époque. Même encore des films 2000 et tout, tu vois, je prends un exemple tout bête, mais quand tu vois le making-of de Old Boy, quand ils font la séquence dans le couloir, et qu'ils la font d'une traite, bah, ça te fait un peu plus rêver parce que tu te rends compte vraiment qu'il y a une prise de risque déjà, et puis une performance, quoi. Oui, ouais, exactement. Voilà, moi, un mec qui vole avec des cales, pour moi, c'est pas une performance, tu vois. Donc, le rêve c'est de la danse coordonnée plus que maintenant, tu sais, d'autres choses. Même John Wick, tu sais, ils font des plans larges maintenant pour un film comme John Wick où il y a son flingue, il se bat, jiu-jitsu, etc. C'est un plan large, mais c'est une chorégraphie. Bien sûr. Tout est préparé, oui. Tu le vois tout de suite avec tes yeux, là. Tu sais, c'est chorégraphié à fond, là. Ouais, oui. Après, bon, c'est vrai que... À l'époque, c'est lui, je lui ai pété le nez parce que lui, je l'ai envoyé à l'hosto parce que le coup de poing était trop fort, etc. Ouais, voilà les anecdotes. Là,
c'est croustillant, ça, tu vois. Oui, et puis il y a plus ce côté fait maison, quoi. C'est de la grosse production. T'en parlais tout à l'heure, quand on parlait des mauvais films de science-fiction, ils avaient au moins ce côté sympa, c'est il y avait quand même cette volonté de faire du fait maison, c'est-à-dire on se débrouille avec ce qu'on a, on n'a pas de budget, mais on essaie quand même de faire quelque chose qui essaie un petit peu de tenir la route, même si le résultat est pas fou. Alors que maintenant, oui, comme disait les fonds verts, c'est pas c'est pas le même cinéma. Enfin pour moi, c'est pas le même cinéma. C'est plus du tout le même cinéma. C'est qu'on part. Les mecs avant, ils partaient d'une idée, ok? J'ai une histoire à raconter. Je vais faire avec le budget que tu me donnes. Maintenant, ils partent avec un décor, une ambiance qu'ils veulent créer, un endroit où il faut que ça se passe. Et ils rajoutent une histoire à ça. Oui, voilà, oui. Mais l'histoire est pas bonne, quoi. Tu sais, des fois, tu peux voir des films splendides, là. Tu sais, tu regardes la série Les Anneaux de pouvoir sur Prime. C'est splendide. Ça a coûté 100 millions par épisode. C'est incroyable, les effets numériques qu'on est capable de faire. Y a pas C'est de la merde. Mais ouais. Je peux regarder. Je pourrais pas te dire, mais de ce que j'en ai entendu. Merde. Les deux, trois trucs que j'en ai vus, non, ça m'a pas, pareil, et pourtant enfin, comme beaucoup de personnes, l'univers de Tolkien, c'est quand même quelque chose enfin, en termes de lore, il n'y a pas plus développé, je pense. Enfin, à part peut-être Lovecraft, dans un autre registre. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai regardé ta vidéo sur Borderlands. Ouais. Justement, où tu parles des deux versions, là, de la première version qui a été faite, qui était, c'est un autre problème maintenant, Hollywood. Et ouais, voilà, et ça m'a beaucoup intrigué, et du coup, j'aurais bien aimé qu'ils sortent la première version, quoi, parce que même si le film avait l'air mauvais, ça aurait peut-être rajouté un peu de cachet, tu vois. Mais bon, voilà, derrière, oui, ouais, ce concept-là, OK, qui existe maintenant à Hollywood, de dire, quand on fait un film, on veut le faire pour le plus de gens possible. c'est ça. Selon moi, c'est la pire idée qu'ils ont jamais eue, quoi. Qu'est-ce qui nous donnait envie de voir Robocop? Qu'est-ce qui nous donnait envie de voir Predator? Qu'est-ce qui nous donnait envie de voir ce genre de film-là? C'est qu'on nous disait qu'on n'avait pas le droit de le voir. Exactement, voilà. Et quand tu le vois, tu comprends pourquoi. Exactement. Qu'est-ce qui est devenu dans les années 90 quand ils ont mis sur les albums et les CD, les cassettes, les avertissements parentaux? Parental advisory, ouais. Ouais, ça, c'était la chose qui a fait en sorte qu'on a vendu de plus en plus de putains d'albums. Si tu interdis quelque chose à quelqu'un, là, il veut absolument le voir, puis il veut absolument l'avoir. Mais si tu fais un truc pour tout le monde, là, voilà. Deadpool, Wolverine, c'est hyper violent. Okay? Il y a plein de sang, il y a une bataille dans un véhicule, dans un automobile à un moment donné. Les mecs se défoncent la gueule, OK? Et ce film-là fait plus qu'1 milliard, puis c'est 18 ans et plus, quoi. C'est 17 ans et plus aux États-Unis, donc c'est 18 ans. Ils comprennent pas que faites des trucs pour tout le monde, là, personne va aller les voir. C'est pas la décision des studios de décider si un enfant a le droit de voir un film ou pas, c'est la décision des parents. Ouais. Oui. Est-ce que je veux aller avec mon gamin voir un film? Ou est-ce que ça me dérange pas que mon gamin ait voir un film avec de la violence dedans? Je rappelle à tout le monde que des gamins de 12 ans ont à peu près 850 milliards de pages de porno qu'ils peuvent trouver sur leur téléphone. Hein? Et la violence qu'ils peuvent trouver aussi sur Internet, etc. Donc, dire qu'en faisant un film 13 ans et plus, tu les sauves de quelque chose, c'est vivre sur une planète qui n'existe plus depuis longtemps. Quoi. On va choisir au mieux qu'ils regardent Robocop, justement. Oui, plutôt que la violence réelle qu'ils peuvent trouver sur leur téléphone ou sur Internet en général. Ouais. Je préfère les voir regarder Robocop, je préfère les voir regarder Deadpool et Wolverine. C'est comme les gens s'excitent pour le gore des fois, c'est très sanguinaire, etc. Ceux qui regardent des films gore, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement au-dessus de tout que tu vois que c'est pas vrai. Là. Oui, c'est ça. Oui, après, il y a des choses, oui, mais ce qui est marrant avec Deadpool, c'est que c'est carrément devenu sa marque de fabrique, quoi. Le fait que c'est un petit peu le héros qui sort du registre classique des autres et où on part sur quelque chose de très violent, de très... Du coup, maintenant, oui, c'est ça, c'est devenu un argument de vente, quoi. Mais une violence qui en devient drôle, en fait. Oui, c'est ça, en fait, une violence qui est... Enfin, tu sais qu'elle est... tu sais ce que tu vas voir, quoi. Tu sais ce que tu vas voir. Exactement. Combien de films nanars des années 80 ont une tête qui explose, mais c'est clairement une tête de mannequin, quoi. Oui, voilà, clairement. Et tu le vois, là, c'est une tête de mannequin, c'est pas une vraie tête. Maintenant, avec le CGI,
il te montre une vraie tête qui explose. Quoi. Ouais. Tu sais, tu regardes la série The Boys, par exemple, sur Prime. Ouais, non, ouais. Le mec, il déchire un mec en deux. Ah oui, non, Mais avec le CG maintenant, il le déchire en deux, quoi. c'est vrai, ouais, c'est vrai que The Boys, ils ont bien joué là-dessus, ouais. Mais pareil, c'est l'argument de vente, quoi. Bon, bah, pour les gamins, il y a les super-héros sympas qui veulent sauver tout le monde, les anges gardiens et tout, et puis t'as The Boys pour les plus grands, c'est quelque chose qui part dans l'autre sens, quoi. Mais oui, c'est... Je rappelle toujours aux gens, moi, quand le premier Iron Man est sorti, c'était en 2008. Oui, Ça veut dire que quelqu'un qui est né en 2000 avait 8 ans, donc il commençait à aller au cinéma, il commençait à s'habituer à ce monde-là, à cet univers-là. C'est peut-être un des premiers films qu'il est allé voir au cinéma. Ça veut dire que quelqu'un qui est né en l'an 2000, admettons, n'a presque connu que des films de super-héros que du cinéma comme ça. Ouais. au cinéma. Son expérience cinéma, pour lui, ça a été d'aller voir 20 films Marvel sur une période de 10-12 ans. Là. Mm. Jusqu'à sa majorité, là. Alors que moi, quand j'avais, admettons, entre mes 10 ans puis mes 20 ans, là, j'ai vu des films de tous les genres au cinéma. Ah bah, il y avait tout en plus à l'époque. Au cinéma, il y avait et en plus, on avait aussi le vidéoclub. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et ça, le vidéoclub, c'était juste exceptionnel. Parce que c'était le moment familial, c'était le cadeau pour l'enfant, de la part des parents. Là, maintenant, t'as les plateformes. Le gamin, il se dit, tac, il clique, tiens, je regarde ça. Alors qu'il y avait ce côté plus rare de l'époque qui rendait le film unique. Ouais, Du c'est coup, ça. tu vas t'en rappeler parce que tu l'as attendu ce truc-là. Ton papa, il te l'a promis le lundi. Il t'a dit, samedi, on ira chercher un film. Tu l'attends, tu le vois, il reste là. Maintenant, mais même nous, hein, on consomme Oui, dans les c'est- ouais, c'est nouveautés. ça, en fait, ouais. Moi, je regarde plein de films coréens, tu vois. Il y en a qui vont me marquer vraiment. Il y en a d'autres que je vais trouver très bien. Mais on en reparle 2 mois plus tard. Je fais merde, putain. Mais ça En me fait, fait j'ai rire, déjà ça, en fait, zappé, ouais. tu vois. C'est ça en fait, c'est une C'est une surconsommation. Exactement. Ouais. Il y a en plus, il y a tellement de choix maintenant. Il y a tellement de choix. En plus, voilà, comme pour les disait, gosses maintenant, il faut réussir à les orienter en fait, à leur faire découvrir des choses différentes. Mon gamin, on a regardé il y a pas longtemps le bras de fer en VHS, tu vois. C'était mais juste génial quoi. Lui, il était Pour un gamin, Bras de fer, c'est un film qui s'identifie à fond, quoi. mais Un oui, gamin, ouais, exactement. son père est camionneur, sa mère est meurt. Regarde, c'est dark pour un gamin de regarder ce film-là. C'est non, parce que il y a plein d'autres, plein de super belles choses à travers le film. La relation qu'il y a entre le père et le fils. Il n'y a pas une violence outrancière. À un moment, il s'énerve un peu, tu vois. Il va saigner du front, je crois. Ça va, mon gamin, il a 8 ans, tu vois. Donc, bon, voilà, tu vois. Il a découvert le film il y a 1 an, je dirais. Il est revenu à la charge quand j'avais chopé le 4K. Et là, l'autre jour, j'y allais. On se fait la VHS parce que ça fait longtemps qu'il voulait utiliser cet objet, tu vois, ce magnétoscope, quoi. Et on s'est posé, mais c'était royal, quoi. On a passé un moment, mais génial. Et lui, il était aux anges, quoi. Donc voilà. Après, je vais pas lui montrer Robocop, hein, je te rassure. Évidemment, chaque chose en son temps. Attends encore quelques années, je dirais. Voilà, ouais. Déjà Mortal Kombat. Mais voilà, petit à petit, tu vois, j'aime bien lui montrer mon univers à moi. Et alors le problème, c'est que maintenant, il est fan de Stallone, par contre. Mais bon, je peux pas tout lui montrer là, c'est compliqué. Il y a pire comme référence. Ouais. Il y a pire, ouais. Il y a pire comme être fan de. Tu sais, il pourrait être fan de Timothée Chalamet, tu serais un peu plus dans la merde. Ouais, ça m'emmerderait beaucoup plus, ouais. Non. Mais bon, On va regarder Timothée Chalamet et son amour homosexuel pendant 2 heures. Tiens, viens, papa, s'il te plaît. Ah, putain. Mais en fait, maintenant, c'est ça, ça va être c'est aux parents de faire le rôle un peu du vidéo club. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est une éducation. Hein. C'est faire découvrir ça aux plus jeunes, quoi. Voilà, le lecteur cassette, la VHS, et comment ça marchait, et comment ça se passait à cette époque-là, et pourquoi vous aimiez ça aussi, parce qu'il y a plein de la nouvelle génération, elle comprend pas trop, et pourquoi vous êtes attaché à des trucs comme ça, machin, et parce que c'est notre époque à nous, quoi. Nous, ça nous parle, nous, on n'a pas envie d'un cinéma aseptisé. c'est vivant. Voilà, C'est exactement. beaucoup plus vivant que. Voilà. Enfin, moi, je trouve, après, c'est un avis perso. Hein. Même le coup du making of, quoi. Quand tu vois Van Damme, quand t'apprends que Van Damme, il a failli se friter avec Landgren parce qu'il faisait un peu trop le show. Maintenant, non, enfin, tu t'entends plus trop ça dans le cinéma. Enfin, tu sais, il y avait cet esprit, c'est un autre rapport, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc après, ouais, c'est. Puis il y a de la magie, quoi. Exactement, ouais, voilà, il y a de la magie, même dans les films références. Hein. Même dans les films références. Moi, je rappelle toujours à tout le monde, un truc super important, c'est de forcer la découverte. Okay? Parce que même votre algorithme
sur Netflix ou Prime ou Disney. Son objectif, c'est de vous donner toujours ce que tu as envie de voir selon lui. Donc, il va te donner les films les plus proches possibles de ce que tu as déjà regardé. Lui, c'est pas de te faire découvrir des nouveaux trucs, son objectif. C'est de te garder attentif, Oui, c'est ça. de garder collé devant ton écran. Donc, par conséquent, c'est de continuer de te nourrir de ce que tu aimes déjà, OK? Ouais, tu tournes en C'est ce qui rond. fait qu'on a des extrémistes dans tout, là, maintenant. Là. Ouais. Si tu regardes un short, le meilleur exemple que je donne aux gens, c'est regarde un short de chien sur YouTube, il va rien se passer. Regarde 5 shorts de petits chiens de chiots sur YouTube. T'as que de ça, oui. Ton algorithme complet va changer, puis là, tout d'un coup, tu vas avoir 100 suggestions de vidéos de chiens. Ouais, oui. Complètement, ouais. Ils font la Fait même que chose si pour tu tout. fais ça avec les films, ben, si t'as des goûts de chiottes, là, on va continuer de te donner de la merde à bouffer, quoi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est l'algorithme. La puissance de l'algorithme. Ouais. Et sur YouTube, c'est la même chose. Pour découvrir une chaîne, si c'est pas toi qui vas cliquer dans recherche, OK, pour rechercher un type de chaîne ou un type de truc que tu cherches, ben, ils vont continuer de te suggérer des trucs qui ressemblent à ce que tu regardes déjà tout le temps. Oui, ouais, ça, oui. Et eux autres, leur seul objectif, c'est que tu continues de regarder. Donc, Tu tournes en rond. Oui, c'est ça, en fait. exactement. Tu sais, comme moi, je suis sûr que quelqu'un qui regarde une de mes vidéos risque d'avoir une vidéo des chroniques du nanar en suggestion. Ah bah moi, ça me l'a fait, moi. Oui. Ça me l'a fait sur mon YouTube. Où ça me notifiait. Oui, c'est ça, en fait. Même il y avait d'autres chaînes aussi qui traitaient de... Même des grosses chaînes qui avaient traité une fois d'un nanar comme ça, au détour qui disait, ah bah tiens, j'ai maté ça m'a plu, je vais faire une vidéo. Même ça, des fois, ça me le notifie. Alors qu'ils sont pas du tout dans le même domaine que nous. Enfin, c'est un peu bizarre, des fois, comme ça. Ça dépend aussi de la notoriété que tu as. Aussi, exactement. Exactement. Ça joue beaucoup. Dernière question pour ce merveilleux podcast. Moi, j'ai une théorie que les films d'aujourd'hui sont les nanars de demain, OK? Et quand on va revoir l'époque 2020, je dirais entre 2015 et 2025, là, l'époque dans laquelle on est, beaucoup de cinéastes et beaucoup de films de super-héros se feront traiter de nanars. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous aussi, que Oh, putain. putain, mais attendez, quand on va voir des trucs avec le recul, là, Bah, c'est un peu déjà vous le allez cas. voir. De toute façon, tout simplement, si avec tout le numérique, etc., ça va faire que progresser. Quand tu reviendras sur les films, sur beaucoup de films, tu vas en arrière, tu vas dire putain, le film est complètement pété. Oui, quoi. voilà, ouais, Alors qu'il était magnifique à sa sortie. C'était le en top théorie, du tu top. vois. Oui, bah, ça le fait déjà. Déjà, avec ça, même, oui, puis ça le fait déjà. même déjà avec sur le certains film jusqu'à 2010, il y a des trucs. Moi, je me souviens, j'étais tombé sur une vidéo de comment il s'appelle Max fait des films. Non, je sais plus comment il s'appelle. Un gars pareil qui traite de films sur YouTube. Non, Matt se fait des films, un truc comme ça. Max se fait des films. Matt, Ouais, je sais plus. Enfin bref, une chaîne un peu connue et tout, où justement il avait fait une chronique sur le monde de Narnia. Donc le monde de Narnia, je crois que c'est peut-être 2006-2007. Et les fonds verts sont horribles. Enfin, tout est moche en fait. Alors qu'à l'époque, on se disait waouh, c'est quand même non, maintenant c'est, je dirais pas que c'est irregardable, mais non, je montrerais même pas ça à un gosse quoi. Enfin, tandis alors que du practical, tu vois, quand tu filmes, par exemple, Marc Dacascos. Le Seigneur des Anneaux est un exemple, et la trilogie du Seigneur, la première trilogie, la première vieillit beaucoup mieux que la deuxième trilogie, que la trilogie du Hobbit. Si vous regardez les deux, là, vous allez voir que dans 10 ans, la première trilogie va être encore regardable parce qu'il y a beaucoup plus d'effets pratiques que la trilogie de l'Hobbit qui va vieillir beaucoup moins bien, selon moi. Quand tu as des effets pratiques, après, si c'est beau, ça le restera forcément. Oui, quoi. exactement. Voilà, c'est... Mais le plan est beau, la lumière est belle et tout. 15 ans plus tard, le plan il est toujours beau. Quoi. Comme on peut toujours regarder Jurassic Park ou Alien sans Jurassic Park, sans se dire bon, après, après là je prends deux gros monuments mais bon même on va dire l'un des meilleurs exemples c'est Star Wars hein. Même Star Wars la toute première trilogie elle se laisse regarder, la deuxième trilogie a moins vieilli. Je prends par exemple l'épisode 1, je pense pas que je pourrais le re-regarder. Par contre, si tu mets dans le contexte, quand même, ça. Ah, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Il y a vraiment des trucs. Non, mais si tu mets dans le contexte. Ah oui, dans le compte, en 2001 ou 2002, je crois. 2002, dans le... 2001. 99, pardon, oui. Ah, la menace fantôme, tu parles. La menace fantôme, ouais. Autant la 3, non, je sais pas, oui, c'est. Oui, non. Non.
Regarde, moi, j'ai trop à me convaincre sur La Menace Fantôme. Là. Déjà, c'est plus le film qui était sorti, mais ça, c'est une histoire pour un... Il a tout refait avec le temps. Donc, George Lucas n'a aucun respect pour son œuvre originale. Il l'a tout refait avec le temps. C'est plus du tout le même film qu'on avait vu, moi, à mon époque, au cinéma. Quoi. Oui. Ah oui, Il non. fait tout. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je prends des exemples, tu sais, je dis toujours aux gens, tu sais, il y a 2-3 films Ant-Man, on va-tu regarder ça dans 20 ans en se disant que c'était indispensable à... Est-ce que c'était indispensable à l'univers Marvel ou c'était juste du remplissage? Capitaine Marvel là, avec Samuel L. Jackson rajeuni tout le long du film, est-ce que c'était indispensable à Dans 10 ans, l'univers Marvel? on peut déjà se le dire aujourd'hui. Bah, ça sera intéressant de voir. Ça sera intéressant de voir ce qui va survivre. Je pense que Deadpool s'en sortira très bien parce qu'il y a quand même encore, enfin, il reste encore quelques petits trucs. Il y a le côté humoristique. C'est comme les premiers X-Men de 2000 s'en sortent bien, comme les Spider-Man de Sam Raimi s'en sortent encore bien. Parce que t'avais une écriture. T'avais une bonne écriture. Maintenant. Il y a certains films, là. Ouf. Bah, ça serait curieux. Ça serait curieux de voir. Si on a la même conversation dans 10 ou 15 ans, on va peut-être dire, putain, mais comment ils ont fait pour qu'il y ait pour 1 milliard de personnes qui sont allées voir cette merde au cinéma, quoi, qui ont payé 20 balles, quoi. Quand tu vois On était débiles à l'époque ou on était... C'est ça. Peut-être qu'on le sera encore plus dans 15 ans. Hein. Ouais. Débile. Est-ce qu'il va... Moi, ma théorie, c'est qu'il y aura... Les cinémas, d'après moi, dans 20-25 ans, ça va être l'équivalent des clubs vidéo aujourd'hui. Il va en rester un par village, un par grande ville. Oui. C'est bien possible. Parce que les gens ont... Déjà, les cinémas... Si tu parles à des propriétaires de cinéma, ils vont tous te dire la même chose. On est en train de mourir. Donc, ils savent très bien que c'est une question de temps. Comme quand tu parlais aux propriétaires de clubs vidéo au début des années 2000, quoi. On va finir par crever. Bah c'est ce qui malheureusement arrivera, oui. Avec des plateformes qui diffusent et qui financent en plus tes projets, t'es tout gagnant, quoi. Hein. Combien de séries ont été produites par Netflix, combien de Amazon, tout ça aussi. Et puis quand tu vois la qualité de certaines séries, ça n'a rien à envier à ce qui peut sortir au cinéma des fois, donc oui. Tu peux avoir un projecteur chez toi maintenant pour c'est ça. Un 10e du prix de ce que ça coûtait il y a 10 ans, 15 ans. Donc, ça va coûter combien un projecteur? Est-ce que tu n'auras pas un projecteur sur ton téléphone dans 10 ans? Oh, si, je pense si. Enfin, oui, c'est une question. Ça va prendre combien d'années avant qu'on ait un projecteur sur nos téléphones pour mettre les films en 4K sur un mur chez nous? Là. Ouais, c'est clair. Exactement. Donc, peut-être pas 10 ans. Oui, énormément, parce que ça existe déjà des petits rétroprojecteurs 4K, ça existe. Ça coûte très cher, mais comme tout le reste, ça va se démocratiser, quoi. Dès que tu auras un peu l'audio, c'est démocratisé à fond. Tu regardes. Il y a 15 ans, regardez des vidéos YouTube qui datent d'il y a 15 ans, regardez la qualité d'image, comment ça a changé pour n'importe quel créateur maintenant peut faire du 1080p facile à coût très raisonnable. Tout le monde peut avoir un audio professionnel à coût très raisonnable. Tout s'est démocratisé, ça va être la même chose pour le cinéma. Peut-être que dans 10 ans, avoir un projecteur 4K à la maison va coûter le même prix qu'un lecteur Blu-ray aujourd'hui, quoi. Ça va coûter 150 balles, quoi. Oui. Donc, les gens vont faire comme, putain, mais pourquoi je vais me faire chier à aller au cinéma? Alors que j'ai chez moi. Avec une place. Avoir Jules Clodo à côté de moi, la place à 20 balles. Pour la famille, on est 4, 80 balles juste pour rentrer. Avec le popcorn et tout, on est rendu à 140 balles. Et en plus, j'ai une bande de Clodo qui arrête pas de gueuler à côté de moi. Que non, c'est bon, je vais rester chez nous. Hein. Oui, mais c'est ça en plus. C'est exactement ça. Tout va être fait pour qu'on reste au maximum cloîtré. C'est dommage parce que le cinéma demeure une expérience incroyable quand c'est une expérience... Tu sais, tu peux avoir des... Moi, j'ai eu des super belles expériences au cinéma, mais faut se rendre à l'évidence que ça va mourir, quoi. Ouais. La question n'est pas de savoir si ça va mourir, c'est de savoir quand ça va mourir. Bon, on aura eu la chance de connaître ça. Ouais. En fait, c'est ça. C'est chaque... Ouais, on fait quand même partie d'une génération, on a eu quand même pas mal de chance sur plein de trucs. On est arrivé au milieu de plein de choses, hein, donc... C'est ça.
On a vu énormément de technologies s'améliorer, ce qui a fait en sorte qu'on a eu accès à plein de choses. Ah bah nous, pour le coup, on a vu l'accélération entre VHS, DVD, déjà, c'était pas mal, mais ensuite, quand c'est passé DVD, Blu-ray et compagnie, 4K, là, on passe encore à un autre niveau. Enfin, oui, maintenant, c'est le cinéma à la maison. Ce que ce que nos parents payaient pour qu'on aille le voir, enfin, pour qu'on aille au ciné, par exemple, bah maintenant, tu l'as chez toi. Voilà. Si t'as un petit peu de budget, tu t'achètes un bon écran 4K, t'en achètes un tous les 10 ans, grand max. Tu t'achètes ton petit lecteur 4K, tu t'achètes ton film, et puis là, dernièrement, je me suis fait Oppenheimer en qualité, enfin, je m'en foutais d'aller le voir au cinéma. Enfin, Ben, tu sais, c'est comme toi tu dis, j'ai revu Bras de fer. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont sorti la 4K. Mm. Tu sais, c'est génial, quoi. Ce film-là, je l'ai vu en VHS dans une qualité pourrie. Parce qu'on s'entend que c'était une qualité VHS, quoi. Il y avait vraiment une différence à l'époque quand t'allais voir un film au cinéma oui, et la qualité que t'avais à la maison. Déjà, t'avais pas des énormes écrans, là. oui, déjà. T'avais un écran 32, là. Puis t'étais déjà chanceux d'avoir du 32. Oui, oui, oui. Tu regardais une VHS, quoi. C'était une technologie de merde, la VHS, quoi. C'est un joli objet, la VHS. Moi, je trouve toujours que c'est un super. C'est ça, en fait. Un C'est bel objet. t'as ce côté matériel, de toute façon aussi, qui est voué à disparaître, hein, avec les plateformes, les trucs comme ça. T'auras Exactement. ce plaisir comme pour la musique ou comme dans plein d'autres domaines. Hein. Mais Moi, je pense qu'il y a des objets qui sont importants d'avoir. Tu sais, tes films préférés, moi, je crois que tu devrais te les acheter en format physique là, pour pouvoir le toucher et le posséder. Là. Parce que moi, je me dis toujours que tout ce que j'ai sur mon téléphone, si je crève demain, ça crève avec moi. Quoi. C'est pas comme si ma femme. C'est pas comme si je peux léguer ma bibliothèque iTunes à ma femme. Là. Oui, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Oui, ça même sentimental, quoi. Pas... Bon, et puis c'est toujours plaisant d'avoir un joli coffret, collector de temps en temps, tu vois, comme tu disais là, le bras de fer en 4K. Moi, j'ai eu la chance de le choper, la version ESC, la version collector. Ah ouais, c'est splendide. Et t'as le petit bouquin qui va avec et tout. Enfin voilà, quand je l'ouvre le coffret, t'es content, quoi. T'es plus content que si t'avais fait 3 clics. Oh, c'est clair. C'est évident, quoi. Ça, c'est clair. Puis ça fait joli. Moi, je suis un fan de musique. J'aime ça acheter le vinyle. Si j'achète un album qui est sorti original en vinyle, j'aime ça avoir une copie vinyle parce que... Ouais, c'est la même... c'est pareil. C'est exactement la même chose. Oui, c'est la technologie analogique. Oui, peut-être que maintenant, avec les remix et tout, en ultra ci, ça, le son est déjà... Il est pas meilleur. Le son était déjà correct à l'époque. Ah oui, oui. L'analogique, on peut argumenter que l'analogique rendait un rendu plus naturel que ce qu'on a maintenant. Donc, mais ça aussi, maintenant à la maison, les gens ont des systèmes audio incroyables qui leur offrent un Dolby Surround. Exactement. Ouais, t'as le cinéma. Qui fait chier leurs voisins, quoi. T'as le cinéma et la boîte de nuit à la maison, quoi. Exactement. Donc, à chaque année, il se rajoute des raisons de pas aller au cinoche, quoi. Bah, c'est ça, en fait, oui, de rester. Et puis, du coup, de faire disparaître tout ce qui est. Enfin, de tout passer en dématérialisé. Voilà, c'est ce qui. Si, peut-être que progressivement, ils vont peut-être démocratiser les effets sensoriels au cinéma. Je sais que ça se fait déjà, il me semble. Ouais, la 4DX qui appelle. Ouais, bah, moi, j'ai jamais vu. J'ai eu l'occasion, nous, les cinémas qu'on a ici, c'est classique. Tu arrives, tu te poses, si t'as le siège qui penche, t'es en VIP, quoi. Mais ça s'arrête là. Et peut-être, voilà, un peu plus d'effets sensoriels pour avoir une expérience super immersive. Voilà, en mettre un petit peu partout pour peut-être prolonger la durée de vie du cinéma, quoi. Je pense que c'est 35 francs suisses à Genève ou à Lausanne pour aller voir un film en 4DX. Quoi. Ah ouais? 35 balles en Suisse. Putain, t'imagines? 35 balles, c'est presque 40 €, ça. Bah, 35 balles, tu peux t'acheter un joli collector, un film qui t'a plu, avec coffret métal, tout. Enfin, tu peux payer 2 mois de Netflix aussi. Ou tu peux payer 2 mois. Ouais, voilà. Bah, après, tu sais par contre pertinemment que tu vas pas aller voir Maison de retraite 2 en effet sensoriel, tu vois, pour 40 balles. Non. Voilà, c'est évident. Là, tu iras voir Deadpool, tu iras voir des films catastrophes, des trucs comme ça. Là, ce sera plus intéressant. Mais ouais, les comédies vont dégager, ça servira plus à rien. Ça, c'est sûr. Oh, bah, les comédies, mais bon, après, c'est juste une hypothèse. Hein. Que ça se démocratise. Ça, je sais pas. Hein. C'est déjà le cas. Bah, de toute façon, soit ils vont devoir évoluer, soit ils vont disparaître plus vite que prévu, je pense. Malheureusement. Malheureusement.
Et puis c'est pas tous les cinémas qui auront les moyens d'investir dans des nouveaux systèmes. Ouais, aussi, ouais. Machin, Les petits cinémas qui vont te proposer 5 films, trucs comme ça. Nous, je sais Dans les petites bourgades, c'est vrai que. à Limoges, il nous reste un cinéma, le Lido, qui fait pas mal de cinéma d'auteur et qui importe pas mal de trucs étrangers. Ouais. Mais ils arrivent à survivre, on sait pas comment. Ouais. Et qui continuent, mais sinon, hormis ça, c'est que du gros. C'est ça, ils arrivent à survivre. Quoi. Ah ouais, C'est- ouais, ouais. c'est- Non, mais je me souviens, à l'époque, ils avaient passé le voyage de Chihiro. Enfin, ils ont fait passer pas mal d'animés, de trucs comme ça et tout. Ouais, même du cinéma étranger. Des films asiatiques aussi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Des films asiatiques en sous-titré, Ouais. généralement. Donc, mais ça, enfin, c'est la seule petite exception qu'on a à Limoges. Sinon, c'est du classique, grands écrans. Ouais, le Grand Rex, quoi, les copies du Grand Rex, Ouais, du Exactement. En format. pâté, le cinéma pâté standard qu'il y a partout en Europe. Là. Oui, En exactement. Europe francophone, en tout cas. Là. C'est exactement ça. Messieurs, je vous remercie 1000 fois d'avoir passé 1 heure avec moi. Je sais que tout le monde a des horaires de fou et que c'est la rentrée, en plus, donc c'est toujours encore plus compliqué avec tout le tralala. Matt, Vince, qu'est-ce qui s'en vient sur les chroniques du Nanar dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors là, en ce moment, il y a une coupure sur la chaîne parce qu'on s'est dit on va faire 4 vidéos d'un coup. On va préparer 4 vidéos d'un coup. Comme ça, on pourra proposer pendant un temps une certaine régularité. Tu vois, donc là, on est en train de bosser dessus. Mhm. On a un tournage demain d'ailleurs. Et à côté de ça, on a fait 2 courts-métrages. Mais je peux pas te dire, je sais pas si j'ai le droit en fait de dire pourquoi c'est, donc je préfère m'abstenir dans le doute. Ouais, parce que ça sera pas sur notre chaîne en fait. Voilà, On a été invité par un autre youtubeur. voilà. Donc D'accord. j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit s'il faut rien dire, voilà. Dans le Gardons la surprise pour Ouais. quand ça sortira. il y a ça dans le four pour le moment. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal parce que 4 vidéos c'est. Mais là, C'est du boulot, quoi. là, on va dire que c'est le gros coup de cravache. Après un été plutôt tranquille, on se remet bien au boulot. Là. Parce qu'il faut bosser. Bon, ben, messieurs, le lien de votre chaîne sera bien sûr dans la description du podcast et de la vidéo. Je vous remercie 1000 fois d'avoir passé du C'est temps nous. avec nous. C'est nous qui. C'est nous c'est- qui remercions, c'est c'est nous qui super sympa. remercions. C'est super sympa. On a passé un très bon moment. Et on se dit à la prochaine fois. Avec Eh ben, plaisir. écoute, à la prochaine.